Imaginez ce que vous ressentiriez si, après 20 ans de mariage, votre femme se mettait soudainement à accorder une attention démesurée à son apparence. Je ne parle pas de quelques visites occasionnelles chez le coiffeur ou d'un changement de parfum. Non, c'est quelque chose de bien plus intense. Elle est devenue obsédée par son physique, ce qui était auparavant inexistant. Imaginez une femme qui, toute sa vie, a préféré les gens confortables et l'épaules amples, apparaissant soudain devant vous dans une robe moulante qui met en valeur chacune de ses courbes. Ses cheveux, autrefois négligemment attachés en queue de cheval, sont maintenant parfaitement coiffés chez le coiffeur, avec une nouvelle coupe qui semble avoir été choisie après mûre réflexion. Elle passe ses journées à se faire colorer les cheveux, non seulement à faire des retouches de cils, mais aussi à se maquiller entièrement, ce qu'elle considérait autrefois comme une perte de temps. Le miroir, qui ne lui servait auparavant qu'à jeter un coup d'œil rapide avant de partir, capte maintenant son attention pendant de longues minutes. Elle se retourne, étudie son reflet, arrange ses cheveux, évalue ses courbes et ses différentes poses comme pour se redécouvrir. Dans son dressing apparaissent des vêtements qu'on ne lui avait jamais vus auparavant, des chemisiers élégants, des robes moulantes, des talons hauts à la place des baskets confortables qui étaient son seul choix, et le shopping. Elle n'a jamais aimé faire les boutiques, préférant toujours acheter rapidement et efficacement. Mais maintenant, elle rentre les bras chargés de sacs, examine ses nouveaux achats avec une lueur particulière dans les yeux, caresse le tissu comme s'il ne s'agissait pas simplement de vêtements, mais de quelque chose de plus significatif, d'important. Des crèmes coûteuses, des parfums qui lui semblaient autrefois un luxe superflu, sont maintenant soigneusement rangés sur le comptoir de sa salle de bain. Vous la regardez et essayez de comprendre, qu'est-ce qui a changé, pourquoi cela arrive-t-il après 20 ans, alors qu'elle a soudainement décidé d'entamer cette transformation? Est-ce simplement un désir de changement? Ou autre chose, quelque chose qui vous fait vous demander pourquoi elle cherche soudainement à paraître différente? Et puis, il y avait la salle de sport. Becky n'avait jamais été fan de sport. Elle trouvait ça une perte de temps. Elle disait être déjà en forme, et que la salle de sport était réservée à celles qui suivaient les tendances ou cherchaient à masquer des complexes. Elle se moquait des femmes qui faisaient du jogging sur le tapis roulant, affirmant qu'il valait mieux consacrer son temps à quelque chose de vraiment utile, une promenade au parc, une soirée en famille, un bon livre. Pourtant, voilà 2 mois qu'elle va à la salle de sport régulièrement. Lundi, mercredi, vendredi, toujours à la même heure. Toujours avec le même sac de sport rempli de baskets et de leggings neufs qui manquaient cruellement à sa garde-robe. Je n'avais même pas remarqué qu'elle les avait achetés, mais ils étaient devenus une habitude, une partie intégrante de sa vie. Elle a commencé à surveiller attentivement son alimentation. Ses petits plaisirs d'antan, du chocolat après une dure journée, des viennoiseries avec un thé, un dîner tardif devant la télé avaient disparu. Le réfrigérateur regorgeait de boîtes remplies d'aliments nutritifs, de barres protéinées et de compléments vitaminés. Elle buvait plus d'eau et avait banni le pain et le sucre. C'était comme si un déclic s'était produit en elle. Bien sûr, je lui ai posé la question. Un jour, alors qu'elle s'apprêtait à repartir pour la salle de sport, une serviette et une bouteille d'eau à la main, j'ai plaisanté. Tu comptes devenir mannequin fitness? Elle a souri légèrement, presque indifféremment, comme si ma question était insignifiante. Je veux juste être en forme, me sentir mieux. Des mots simples, logiques, et j'y ai cru. J'y ai cru parce que je voulais y croire, mais à un moment donné, tout a basculé, je ne saurais dire exactement quand. Peut-être était-ce son regard un peu hésitant, un peu coupable lorsqu'elle a reçu un message sur son téléphone. Peut-être était-ce sa voix trop joyeuse, voire excitée, lorsqu'elle a annoncé son retard. Ou peut-être était-ce lié à nous, à la façon dont notre vie sexuelle s'éteignait peu à peu, et moi, naïf, j'attribuais cela à l'âge, à la fatigue, à la routine. Nous avons toujours été proches, toujours trouvé du temps l'une pour l'autre, malgré les années qui ont laissé leur empreinte. Mais maintenant, ces caresses se font rares, ces baisers distraits mécaniques. Elle se dégage de moi au lit, se raidissant inconsciemment si j'essaie de la rapprocher. Je l'ai remarqué. J'ai remarqué comment elle sursaute quand je prends son téléphone, même si c'est juste pour le lui tendre. Sa réaction est trop rapide, un regard furtif, une légère tension dans les épaules, comme si je pouvais voir autre chose. Nos conversations téléphoniques sont devenues plus courtes. Elle quitte la pièce en parlant doucement, monosyllabiquement, raccrochant dès que j'entre, et l'écran de son téléphone est de plus en plus souvent baissé. Une fois, c'était un accident, 2 fois, c'était une habitude. Mais quand ça arrive tous les jours, on finit par y voir un schéma, un déclic s'est produit, et puis j'ai commencé à y prêter attention, de petits détails qui me semblaient insignifiants, l'odeur d'un nouveau parfum, même si elle est toujours restée fidèle au même. C'était comme si quelqu'un disposait délibérément les pièces d'un puzzle, espérant que je ne les assemblerais pas.
J'aurais pu me dire que ce n'était qu'une coïncidence, sans un mais, je n'ai jamais cru aux coïncidences, je n'ai jamais pensé que des changements soudains pouvaient survenir sans raison. Tout a une origine, un point de départ, même si, au premier abord, il ne s'agit que d'une suite de circonstances. J'ai décidé de vérifier, j'ai décidé de ne pas attendre, de ne pas deviner, de ne pas me tourmenter de questions. J'avais besoin de voir par moi-même. C'est pourquoi je suis allée à l'une de ces séances individuelles vendredi soir. Je ne savais pas ce que j'espérais y trouver. Peut-être voulais-je confirmer mes soupçons, que tout cela n'était que son désir de changement. Ou peut-être, au contraire, espérais-je obtenir une réponse à cette question troublante qui s'était installée dans mon esprit et refusait de me quitter. Mais en arrivant, tout s'est éclairé. Je m'appelle Henry Thompson, j'ai 42 ans et je vis dans une banlieue tranquille de Chicago. J'ai tout ce dont un Américain moyen pourrait rêver, une femme magnifique, une fille, une jolie maison avec un jardin bien entretenu et un emploi stable qui me procure un revenu correct. De l'extérieur, ma vie semble parfaite et je me suis toujours considéré comme quelqu'un d'heureux. Pourtant, le bonheur est fragile et il suffit d'une fissure à peine perceptible pour que tout s'écroule. Je suis ingénieur. Depuis plus de 15 ans, je travaille pour une grande entreprise spécialisée dans le développement de systèmes automatisés. J'aime mon travail, non seulement il est bien rémunéré, mais il m'apporte aussi une grande stabilité. Je ne suis pas du genre à prendre des risques ou à me lancer dans l'aventure. J'ai toujours accordé une grande importance à l'ordre et à la prévisibilité car, à mon avis, c'est ce qui rend une personne heureuse. Parfois, je me sentais un peu ennuyeux mais fiable. Les aléas du destin ne m'intéressaient pas, je trouvais du plaisir dans la certitude du lendemain. Ma journée est minutieusement planifiée. Le matin, je me lève avant tout le monde, je prépare mon café et je consulte les actualités. Ensuite, je prépare les enfants pour l'école, puis je pars travailler. Durant la journée, je résous des problèmes, j'ai des réunions, je déjeune au même café près de mon lieu de travail. Le soir, je rentre à la maison, je passe du temps en famille, j'aide mon fils à faire ses devoirs, je joue avec ma fille, puis je regarde la télévision ou je lis un livre avant d'aller me coucher. Tout se déroule comme prévu, jour après jour, année après année. J'ai toujours pensé que je faisais tout correctement. Je n'étais pas parfaite, mais qu'il est. J'ai travaillé dur pour subvenir aux besoins de ma famille et lui offrir un foyer chaleureux, la stabilité et la certitude d'un avenir serein. Je me suis occupée de ma fille, peut-être pas autant que j'aurais dû, mais je n'ai jamais pensé que ce serait insuffisant. Becky et moi, nous avons passé presque la moitié de notre vie ensemble. Nous avons traversé la jeunesse, la croissance, les joies et les peines. Nous avons surmonté les premières années de mariage, appris à nous connaître, à pardonner les petits tracas, à nous comprendre en quelques mots. Je croyais qu'il n'y avait aucun secret entre nous, que nous nous connaissions jusque dans les moindres détails, jusqu'aux habitudes devenues indissociables de notre quotidien. Je savais comment elle prenait son café toujours avec une goutte de lait, mais sans sucre, comment elle aimait se pelotonner, et comment ses mains, constamment gelées en hiver, se réfugiaient dans les manches de mon pull. J'avais fini par croire que notre mariage était inébranlable, comme un roc résistant aux tempêtes et aux années. Ma femme, Becky, a toujours été la femme idéale pour moi. Nous nous sommes rencontrés à l'université et depuis, nous ne nous sommes plus quittés. C'est une mère attentionnée, une excellente maîtresse de maison et, à mes yeux, une amie fidèle. Nous n'étions pas un couple idéal, mais notre union était solide, fondée sur le respect et l'amour. Nous avons traversé de nombreuses épreuves, la naissance d'une fille, des déménagements, des difficultés financières, mais nous avons toujours réussi à les surmonter ensemble. J'étais fière de notre famille et convaincue que nous ne ferions jamais partie de ces couples qui baissent les bras et se séparent. C'est ce que je pensais jusqu'à récemment. J'ai rencontré Becky à l'université et dès cet instant, nos vies ont commencé à s'entremêler, comme deux lignes convergeant vers un seul point. C'était l'époque de la jeunesse, des espoirs, des ambitions, où le monde entier semblait s'offrir à nous, plein de possibilités et de chemins inexplorés. J'étudiais l'ingénierie, absorbée par les cours magistraux, les travaux pratiques, les plans à n'en plus finir et les projets. Mon emploi du temps était surchargé, mes journées passées à faire des calculs et mes nuits à la table à dessin ou devant un écran. Becky, quant à elle, venait d'un tout autre monde. Elle étudiait le journalisme et sa vie était trépidante. Toujours un carnet à la main, toujours en quête d'histoires intéressantes, elle semblait incarner l'énergie infatigable et curieuse. Son rire était cristallin, ses mouvements rapides et son regard scrutateur vivant plein de lumière. Notre rencontre fut fortuite, complètement inattendue. Je me souviens de cette journée d'automne, brumeuse et grise, où la matinée avait commencé par une pluie torrentielle, recouvrant tout d'un épais manteau d'humidité.
Comme d'habitude, je me dépêchais vers le campus, la tête enfouie dans mes épaules, le visage dissimulé sous ma capuche. Les gouttes de pluie ruisselaient sur ma veste, mes bottes glissaient sur l'asphalte mouillé. L'air était imprégné d'une odeur d'humidité, de feuilles mortes et d'autre chose, l'approche de l'hiver sans doute. J'accélérai le pas, me dirigeant vers l'entrée de la bibliothèque, lorsqu'à cet instant précis, quelqu'un me percuta violemment. Le choc fut si brutal que je parvins de justesse à garder l'équilibre. Une jeune fille apparut devant moi trempée jusqu'aux os, les cheveux en désordre, vêtue d'un pôle mouillé qui collait à ses épaules fines. Son sac lui échappa des mains et, l'instant d'après, livres, cahiers et feuilles de papier s'éparpillèrent sur l'asphalte mouillé, s'imbibant instantanément de pluie. « Oh non !» s'exclama-t-elle, s'agenouillant aussitôt pour ramasser les objets éparpillés. Je suis si maladroite, je me suis assis à côté d'elle sans hésiter, l'aidant à ramasser les feuilles abîmées. L'encre avait bavé, les lettres s'étaient estompées, devenant des lignes illisibles. Elle a essayé de redresser une page, mais en vain. « Tout va bien », ai-je dit en lui tendant une pile de cahiers sauvés, et pour la première fois, je l'ai regardé attentivement. Des yeux brillants, luisants d'humidité à cause de la pluie ou du rire, des joues rouges de froid. Des lèvres tremblaient, non pas de froid, mais d'un rire contenu qui était sur le point d'éclater. Elle m'a regardé dans les yeux, et à cet instant, j'ai compris que la pluie, le froid, les vêtements trempés, tout cela n'avait plus d'importance. « Un café », a-t-elle suggéré soudain en secouant les gouttes d'eau de la manche de son pôle et en souriant, pour nous réconcilier. Je n'ai pas pu retenir mon sourire. C'est ainsi que notre histoire a commencé. Après ce jour pluvieux, nous avons commencé à nous voir plus souvent. Au début, il s'agissait de rencontres fortuites sur le campus, de brèves conversations entre les cours, puis de repas partagés au café de l'université. Nous avons parlé de tout, de nos livres préférés, de l'avenir, de nos rêves. Becky disait toujours vouloir faire le tour du monde, écrire des reportages depuis les coins les plus reculés de la planète. Moi, en revanche, je rêvais d'une carrière d'ingénieur, de travailler sur des projets qui pourraient changer des vies. Un soir, par une fraîche soirée d'automne, nous étions assises sur les larges marches de pierre d'un vieux bâtiment universitaire. Le vent soufflait sur les feuilles mortes, les faisant tourbillonner dans l'air. Elles bruissaient sous nos pieds tandis que l'automne s'installait, parant le monde de couleurs chaudes, mais déjà fanées. Becky avait apporté du chocolat chaud dans des gobelets en carton. La vapeur s'élevait du liquide sombre, nous enveloppant d'un doux parfum. Elle tenait sa tasse à deux mains, comme pour absorber la chaleur, et s'enveloppait davantage dans sa longue écharpe de dentelle. « Un jour, j'irai à Paris », dit-elle soudain, le regard perdu dans les nuages gris. Je m'assiérai à la terrasse d'un petit café à Montmartre et j'écrirai des articles qui seront lus par des millions de personnes. J'ai souri en prenant une gorgée de chocolat chaud. Je construirai quelque chose de grand, ai-je dit, peut-être un pont ou un gratte-ciel, quelque chose de durable. Elle s'est tournée vers moi, les yeux brillants, non pas à cause du froid automnal, mais à cause du rêve qui l'habitait. Alors, nous devons nous promettre de ne jamais renoncer à nos rêves. Elle m'a tendu la main et, sans hésiter, je l'ai serrée. Ses doigts étaient chauds malgré la fraîcheur du soir, et ce simple geste, presque enfantin, a soudain pris une signification particulière pour nous. Le temps a passé et nous nous sommes rapprochés. J'ai compris que Becky était spéciale. Elle remplissait ma vie de lumière, de rire et d'inspiration. Je ne pouvais imaginer une journée sans sa voix, ses blagues et sa confiance sincère en moi. Ainsi, notre amitié s'est peu à peu transformée en quelque chose de plus profond. Notre relation s'est développée rapidement, mais naturellement. Nous passions de plus en plus de temps ensemble, comme si le reste du monde n'existait pas. Notre petit monde douillet, empli de conversations, de rires et de longues promenades, semblait être le seul qui comptait. Tout en elle semblait fait pour m'enchanter, son rire, son habitude de glisser ses cheveux derrière son oreille, son regard rêveur lorsqu'elle parlait de ses projets. J'admirais sa capacité à voir la beauté dans les petites choses, à remarquer ce qui échappait aux autres. Chaque rendez-vous était spécial. Nous flânions dans la ville au crépuscule, nous réfugiant du vent froid d'automne dans de petits cafés, sirotant un chocolat chaud et parlant de tout et de rien. Elle pouvait parler pendant des heures des livres qu'elle avait lus ou des rapports qu'elle voulait écrire. J'écoutais, savourant chaque mot, appréciant la mélodie de sa voix. Parfois, nous entrions dans des librairies, où elle feuilletait les pages avec enthousiasme tandis que je la regardais, absorbée par sa lecture, et souriais. Nous rions, nous nous disputions, parlions de films et de musique, faisions des projets d'avenir, sans même nous rendre compte que les heures filaient. Un jour d'hiver, après une forte chute de neige, nous sommes allés au parc. La neige scintillait sous les réverbères et l'air était frais et pur. Soudain, Becky a attrapé une poignée de neige et me l'a lancée, riant aux éclats. Je me suis mis à rire aussi et à lui en renvoyer.
Nous avons couru dans les allées, oubliant tout, jusqu'à ce que nous trébuchions dans un banc de neige pris d'un fou rire. Elle s'est allongée près de moi, le regard tourné vers le ciel, les joues rouges de froid et de joie. Je l'ai regardée et j'ai compris, je ne suis pas seulement amoureux, je veux que ce moment dure éternellement. La première fois que nous nous sommes retrouvés seuls dans sa chambre, l'anticipation était palpable. L'atmosphère était tendue, non pas effrayante, mais excitante, avec un doux goût de nouveauté, d'inconnu. J'entendais mon cœur battre fort et clair, comme s'il rythmait cet instant. Becky était assise près de moi, les yeux pétillants, et ses doigts ont glissé délicatement sur ma main, y laissant une sensation de chaleur et de tendresse. Elle sourit un peu timidement, avec une douce incertitude qui la rendait encore plus belle. Ce soir-là, aucun mot ne fut échangé entre nous, il n'était pas nécessaire. Les regards, les caresses, le souffle, parfois suspendu puis accéléré, parlaient à leur place. Pour la première fois, j'eus l'impression que le monde se réduisait à un seul point, cet instant, une sensation, une personne. Nous restâmes longtemps assis en silence, mais ce silence en disait plus que 1000 conversations. Je sentais sa chaleur, sa présence, sa confiance. À un moment donné, elle soupira doucement et, tremblant à peine, posa sa tête sur mon épaule. Ce geste était si naturel que je ne réalisais pas tout de suite sa proximité, la caresse de ses cheveux sur ma nuque, la douceur de son souffle sur ma peau. Je tournai la tête et croisai son regard. Dans ses yeux, il y avait tout, l'excitation, la tendresse, la sincérité. Et avant que je puisse dire un mot, elle effleura mes lèvres des siennes. Le baiser était léger, aérien, comme une épreuve, mais empreint d'une certitude tranquille. Puis, ce qui nous entourait s'est transformé en quelque chose de plus grand, de plus profond. Ses lèvres sont devenues plus espiègles et mes mains, comme par instinct, ont glissé le long de son dos, m'attirant plus près de lui. Le temps s'est suspendu, se dissolvant dans cet instant, dans cette sensation nouvelle qui palpitait à chaque mouvement, à chaque soupir. Dehors, par l'étroite fenêtre, les premiers flocons tombaient lentement, silencieusement, comme craignant de perturber la magie de ce qui se déroulait. Dans le couloir de la résidence universitaire, un bruit étouffé parvenait des voix d'étudiants, des rires, le claquement de portes qui se refermaient, mais tout cela semblait lointain. Nous étions dans notre propre monde, seuls au monde. Cette soirée allait marquer un tournant dans notre vie. Jusque-là, nous n'étions qu'un couple d'amoureux transis, partageant notre temps entre les cours, les projets, les conversations interminables et les plaisanteries. Par cette nuit calme et enneigée, notre lien atteint un nouveau niveau, un niveau où il n'y avait plus de séparation, seulement elle et moi, et nous sommes devenus le premier l'un de l'autre cette nuit-là. Des images de notre vie commune potentielle ont défilé devant mes yeux. Comment nous nous réveillerions ensemble, moi préparant le petit déjeuner pour nous deux, tandis qu'elle baillerait et passerait un peigne dans ses cheveux ébouriffés. Comment nous irions au travail en voiture, bavardant de choses et d'autres, et discutant plus tard de notre journée. Quand je la serrais contre moi, je sentais non seulement la chaleur de son corps, mais j'entendais aussi le doux battement de mon propre cœur, qui faisait écho au rythme de sa respiration. Il semblait qu'à cet instant, tous mes rêves d'avenir se soient concrétisés. Nous avons continué nos études, moi en ingénierie et elle en journalisme. L'université touchait à sa fin, et une nouvelle étape, la vie adulte et responsable, s'ouvrait à nous. Nos études exigeaient des efforts, projets de fin d'études, rapports interminables, conférences et examens. Mais nous avions désormais une motivation incroyable. Nous savions qu'une fois diplômés, nous pourrions vivre ensemble, libérés des contraintes de la résidence universitaire, des voisins et des règles strictes. Les premiers mois de notre relation ont filé à toute vitesse. Nous étions tellement absorbés l'un par l'autre que nous en oublions presque nos soucis et nos difficultés. Quand je restais tard au labo, à essayer de terminer mon prochain projet d'automatisation, Becky pouvait m'attendre des heures sur un banc près du bâtiment, un livre à la main, puis nous allions au café le plus proche boire un chocolat chaud ensemble. Parfois, je me sentais coupable, car elle aussi avait beaucoup à faire, ce qui lui demandait du temps et de l'énergie, mais elle souriait toujours et disait qu'elle adorait simplement être avec moi. Nous rions souvent de nos différences, moi, quelqu'un qui aime la stabilité et la fiabilité, elle, une source intarissable d'idées spontanées et avides de changement. Mais comme on dit, les contraires s'attirent. Notre complicité et notre amour ont été un soutien et un point d'équilibre pour nous. Nous étions jeunes et romantiques, prêts à conquérir des montagnes tant que nous étions ensemble. Pourtant, la vie a évolué. À un moment donné, il est devenu évident que l'université touchait à sa fin et qu'il nous fallait commencer à penser plus sérieusement à l'avenir. 6 mois avant l'obtention de notre diplôme, nous avons décidé de commencer à économiser pour un appartement, ou au moins un petit studio à louer ou vivre ensemble. Je travaillais déjà à temps partiel dans un petit bureau d'études, où je participais à la vérification de calculs et de plans. Le salaire était modeste, mais il me permettait de mettre de l'argent de côté. Becky, grâce à son talent pour l'écriture,
trouvait des missions ponctuelles de rédaction d'articles pour des publications en ligne locales. Elle y prenait plaisir et en plus, elle gagnait un revenu certes modeste, mais néanmoins appréciable. À l'approche des soutenances de thèse, nous étions tous deux extrêmement nerveux. Je préparais un projet d'envergure sur la création de systèmes de gestion de maisons intelligents et économiques, une nouveauté à l'époque, tandis que Becky rédigeait son mémoire sur l'avenir du journalisme, abordant le concept de reportage numérique. Nous nous sommes soutenus mutuellement autant que possible. La veille de ma soutenance, elle m'a apporté un grand mug de café et m'a assuré que mes recherches étaient les plus intéressantes et prometteuses qu'on puisse imaginer dans le domaine de l'ingénierie. De mon côté, je l'ai aidé à corriger les aspects techniques de son travail, notamment la partie sur les formats multimédia. Nous avons toutes deux reçu notre diplôme avec mention, marquant ainsi notre première grande réussite commune. Je me souviens qu'après l'annonce des résultats, nous avons littéralement couru hors de l'université sur la place illuminée et ri en nous enlaçant. Je sentais la chaleur de ses cheveux sur mon visage et je l'entendais murmurer « On l'a fait ». À cet instant, il nous semblait que tout s'ouvrait à nous et que l'avenir était un champ de possibilités infinies. La cérémonie de remise des diplômes, avec ses nombreuses photos et ses discours officiels, s'est également déroulée dans une ambiance joyeuse. Becky portait une élégante robe bleu pâle, tandis que j'étais vêtue d'un costume noir classique. Nos parents se sont enfin rencontrés en personne. Jusque-là, ils ne s'étaient vus que par appel vidéo et se croisaient occasionnellement lors de rares occasions. Heureusement, ils ont tout de suite trouvé un terrain d'entente. Quel soulagement! L'approbation des proches est aussi un aspect important de la vie. À la fin de l'été, nous avons trouvé un petit appartement dans un immeuble près du parc. L'appartement était confortable, même s'il n'était pas très spacieux, une chambre, un séjour avec cuisine ouverte et un petit balcon où l'on pouvait tout juste caser une chaise pliante et une jardinière. Pour nous, c'était un véritable château, nos premiers 4 murs, où nous pouvions créer notre propre univers. Emménager a mis notre jeune amour à l'épreuve. Pour la première fois, nous étions confrontés aux problèmes du quotidien, comme choisir le papier peint, acheter des meubles et nous répartir les tâches. J'ai découvert que j'adorais faire des plans et des listes, tandis que Becky préférait la spontanéité et l'inspiration. Au début, cela a créé quelques tensions. Je voulais savoir à l'avance ce que nous allions acheter et quand, tandis que Becky pouvait changer d'avis soudainement et déclarer qu'elle préférait un autre modèle de canapé. Mais nous avons appris à faire des compromis. Becky a accepté que nous établissions un budget approximatif, et j'ai appris à ne pas paniquer si les plans changeaient. Finalement, notre appartement a commencé à prendre forme, murs jaune clair, étagères, coussins cousus par Becky elle-même et plusieurs de ses posters préférés représentant Paris et New York sur le canapé. Pendant cette période, j'ai trouvé un emploi permanent dans une entreprise qui développait des systèmes d'automatisation pour les entreprises industrielles. C'était en quelque sorte le début de ma future carrière. Les tâches n'étaient pas particulièrement complexes, mais j'ai acquis une expérience précieuse et j'avais un salaire stable. Becky, après avoir obtenu son diplôme universitaire, a commencé à travailler pour un journal local où elle rédigeait de courts articles et faisait de petits reportages sur la vie citadine. Elle aimait communiquer avec les gens, écouter leurs histoires, tandis que j'aimais lire ses articles, où son style d'écriture vif et percutant brillait de mille feux. Nous étions jeunes, optimistes et amoureux. Même si nous rentrions parfois fatigués, nous essayions de partager nos expériences chaque jour. Souvent, le soir, nous cuisinions ensemble, cherchant à inventer un nouveau plat. Becky, inspirée par diverses émissions culinaires, adorait expérimenter avec les épices et les sauces. Je m'occupais des aspects pratiques, couper les légumes, veiller à ce que rien ne brûle. Ainsi se déroulèrent nos premières années après l'université, emplies de romantisme mais aussi des soucis du quotidien. Nous voyagions dans l'État, allant parfois dans les villes voisines le week-end, profitant du paysage et, bien sûr, faisant des projets désormais non plus individuellement, mais ensemble. Un dimanche, alors que nous nous promenions le long de la rivière, je réalisai soudain qu'il était temps d'aborder une question importante. Nous étions sur une plateforme d'observation, à contempler l'eau qui coulait lentement. Becky souriait en parlant de son rêve de voyager un jour en Europe. Je l'écoutais, mais intérieurement, je me demandais, et si c'était maintenant, et si elle avait peur, mais je comprenais que je ne pouvais plus attendre. Becky, lui ai-je murmuré en la regardant, essayant de déchiffrer chaque émotion dans ses yeux. Nous étions sur le toit d'un vieux dortoir, où nous allions souvent le soir pour nous asseoir ensemble et contempler les lumières de la ville. En bas, la vie s'agitait, des voitures passaient, quelqu'un riait au loin, des ombres vacillaient aux fenêtres des immeubles voisins, mais à cet instant, il n'y avait qu'elle.
Je sais, nous venons de commencer, nous n'avons pas une grande maison ni d'économie stable, j'ai pris une profonde inspiration, sentant mon cœur battre la chamade. Mais je crois que ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que nous soyons ensemble depuis si longtemps. Et pour être honnête, je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. Becky s'est tournée vers moi, ses yeux pétillants s'écarquillant de surprise. Pendant quelques secondes, elle resta silencieuse, puis son regard s'adoucit et une expression chaleureuse, presque radieuse, y apparut. « Tu me demandes en mariage », sa voix tremblait, sa respiration devenait irrégulière. Je m'approchai, les mains tremblantes, tandis que je cherchais dans ma poche une petite boîte en velours. « Je veux te dire que je t'aime, et si nous attendons les circonstances parfaites, nous risquons de passer à côté de l'essentiel. » J'ouvris la boîte, révélant une bague modeste mais choisie avec soin. « Veux-tu m'épouser, Becky ?» À cet instant, mon cœur sembla prêt à bondir hors de ma poitrine. Je la regardais, capturant chaque mouvement de son visage, chaque nuance d'émotion, craignant même de cligner des yeux, de peur de manquer quelque chose d'important. Elle resta figée un instant, les yeux rivés sur la bague puis sur moi. Puis ses lèvres esquissèrent un sourire et ses yeux s'emplirent de larmes. « Bien sûr que oui !» s'exclama-t-elle, la voix légèrement tremblante, mais si joyeuse que je me sentis soudain plus léger. Elle s'est jetée dans mes bras, me serrant si fort que je sentais son cœur battre la chamade contre le mien. Je l'ai enlacée à mon tour, respirant le parfum de ses cheveux, sentant la chaleur de ses mains, et soudain j'ai compris, c'était parfait, tout était parfait. Nous avons fixé le mariage au printemps suivant, pensant avoir suffisamment de temps pour nous préparer sereinement et bien réfléchir. Nos parents étaient ravis, même s'ils étaient un peu inquiets, car nous étions encore jeunes et le mariage est une grande responsabilité. Mais nous débordions d'enthousiasme. L'organisation du mariage a duré plusieurs mois, choisir les tenues, trouver le lieu, décorer la salle, inviter les convives. Au départ, nous souhaitions une cérémonie intime, mais nous avions tellement de familles et d'amis que la liste des invités s'est allongée, tout comme l'ampleur de la fête. Becky s'est chargée de la conception des invitations et de la décoration, et elle a abordé cette tâche avec le même enthousiasme créatif que pour ses articles. Je me suis occupée de l'aspect financier, j'ai trouvé comment répartir notre budget modeste pour que la célébration soit mémorable, sans pour autant manquer d'argent pour les dépenses courantes. Nos parents nous ont aidés, les miens ont fourni les fonds, tandis que les siens se sont chargés de l'organisation. Le jour du mariage fut ensoleillé et chaud, malgré le printemps généralement capricieux dans notre région. Nous avions opté pour une cérémonie en plein air dans un petit restaurant de campagne au bord d'un lac. Des chaises blanches ornées de rubans, une arche fleurie, l'atmosphère était à la fête. Amis, camarades de classe, collègues du journal de Becky, tous étaient réunis pour nous féliciter. Je me souviens encore de son allure dans sa robe, une traîne légère, de la dentelle délicate aux épaules, une coiffure élégante et ce même sourire qui me faisait toujours chavirer le cœur. Lorsqu'elle a remonté l'allée au son de la musique, j'ai eu la gorge serrée, j'avais du mal à croire que cette femme magnifique allait vraiment unir sa vie à la mienne. Nous avons échangé des vœux que nous avions nous-mêmes composés. C'étaient des mots simples mais sincères, qui exprimaient combien notre amour comptait pour nous et combien nous voulions le préserver pour toujours. Quand je lui ai passé la bague au doigt, mes mains tremblaient, mais la joie a balayé toute nervosité. Becky était tellement émue qu'elle en avait les larmes aux yeux, et j'ai essuyé tendrement ses larmes avant de l'embrasser. La fête s'est poursuivie dans une ambiance joyeuse et émouvante. Les invités ont porté des toasts, partagé des souvenirs amusants, plaisanté sur nos différences de caractère. Le soir, tandis que nous dansions lentement au son de la musique, le monde entier semblait s'être réduit au cercle de nos mains. Elle me regardait avec des yeux débordants de bonheur, et j'ai murmuré « Je t'aime ». Après le mariage, nous n'avons pas pu faire un long voyage de noces car j'étais en période d'essai au travail, et Becky ne voulait pas s'éloigner trop longtemps de son journal. Nous avons donc opté pour un court séjour d'une semaine seulement. Nous sommes partis en vacances dans une petite ville côtière pour échapper à l'agitation et nous détendre. Respirant l'air marin, nous avons flâné sur la plage, ramassé des coquillages, profité des terrasses de petits cafés en bord de mer, bercés par le bruit des vagues. Cette semaine est passée à une vitesse folle, nous laissant de merveilleux souvenirs. Nous sommes rentrés pleins d'énergie et d'enthousiasme, avec le sentiment d'entamer un nouveau chapitre de notre vie, non plus seulement en tant que couple amoureux, mais en tant que mari et femme. À peine rentrés, nous avons replongé dans le train-train quotidien, travail, factures, soucis. Pourtant, une atmosphère particulière régnait à la maison. Mais la vie réserve souvent des surprises.
vers le milieu de notre 2e année de mariage, Becky a commencé à remarquer des changements dans sa santé, nausées matinales, fatigue inhabituelle et une envie constante de dormir, même pendant ses heures de travail. Au début, elle a pensé que c'était dû au changement de saison et au stress au travail, où elle devait rédiger de nombreux rapports. Mais lorsque j'ai aussi remarqué qu'elle paraissait plus fatiguée le matin que le soir, et que son appétit avait radicalement changé, elle évitait désormais l'odeur du café, qu'elle adorait, et ne jurait que par les fruits, surtout les agrumes. Nous avons commencé à nous interroger. Et si j'étais enceinte? Je l'ai regardée, essayant de dissimuler mon excitation, et j'ai répondu que oui, c'était possible, qu'il fallait faire un test. La veille, nous vivions à notre rythme habituel, mais maintenant, une perspective totalement différente s'offrait à nous. Le test de grossesse acheté par Becky à la pharmacie du coin affichait 2 lignes bien nettes. Son visage exprimait à la fois la peur et l'excitation. J'éprouvais moi aussi des émotions mêlées, joie, confusion, fierté et appréhension. Nous avions parlé d'enfants, nous en avions fait le projet, mais nous pensions que cela arriverait plus tard une fois nos carrières plus établies et après avoir économisé suffisamment pour une maison plus grande. Mais le destin en avait décidé autrement. En même temps, je me disais que c'était peut-être la plus belle surprise que notre 2e année de mariage pouvait nous réserver. Nous avons décidé de ne pas tarder à consulter un médecin pour confirmer le résultat. Lundi matin, ayant pris une demi-journée de congé, nous sommes allés à la clinique. La médecin, une femme d'âge mûr au regard sévère, a souri et nous a annoncé que le terme approchait et que la grossesse était confirmée. À ces mots, Becky a fermé les yeux et m'a regardé avec une expression que je n'oublierai jamais, un mélange de joie, de soulagement et d'une crainte mêlée de respect pour l'inconnu et pour quelque chose de très important. Je lui ai doucement pris la main et lui ai murmuré « On y arrivera, ensemble ». La grossesse de Becky, bien qu'inattendue, a fait naître une incroyable palette d'émotions dans notre foyer. D'un côté, nous étions heureuses et commencions déjà à rêver à notre enfant, nous demandant à qui il ressemblerait. De l'autre, la prise de conscience de cette immense responsabilité qui reposait sur nos épaules était intimidante mais pas effrayante. Nous avions le sentiment que c'était une période bénie, un cadeau du destin. Jour après jour, la grossesse de Becky se manifestait davantage, symptômes du 1er trimestre, changement de goût, fatigue soudaine. J'ai fait tout mon possible pour la soutenir, je préparais les dîners malgré mes piètres talents culinaires, je l'aidais à faire le ménage, et je veillais à ce que l'appartement soit bien aéré avant son retour pour éviter les fortes odeurs qui pourraient lui donner la nausée. Becky continuait de travailler au journal, mais vers son 5e mois de grossesse, elle s'est rendue compte qu'il devenait de plus en plus difficile de gérer les fréquents reportages, les longues réunions et le stress. Le rédacteur en chef, une personne juste, lui a proposé un poste plus sédentaire, lui permettant de rédiger des articles à domicile et de n'assister qu'à de courtes réunions. Cela a aidé Becky à garder son équilibre émotionnel et à éviter l'épuisement avant son congé maternité. Cependant, au 7e mois, il est devenu évident que même le télétravail était une charge de travail trop lourde pour une femme enceinte. Becky se plaignait souvent de maux de dos, de jambes enflées et parfois d'insomnie. Je voyais bien qu'il lui était déjà difficile de rester assise à son ordinateur portable, de rédiger des articles et de corriger des textes. Finalement, elle a décidé de prendre un congé maternité, même si l'idée d'interrompre temporairement sa carrière lui pesait. Cependant, la santé et le bien-être de notre futur enfant étaient désormais notre priorité absolue. Nous attendions notre fille avec une impatience particulière. Nous passions des heures à choisir un prénom, à explorer différentes options. Becky préférait des prénoms modernes et rares, tandis que j'étais attirée par les prénoms classiques, élégants et féminins. Finalement, nous avons choisi Emily. Ce prénom nous semblait doux et, en même temps, suffisamment universel. Peu après le départ de Becky en congé maternité, nous avons réalisé qu'il nous fallait un appartement plus grand pour notre famille qui s'agrandissait. Notre 2 pièces était confortable, mais devenu trop petit. Mes parents m'ont apporté un soutien moral et financier précieux pendant que je cherchais activement un logement plus spacieux. À ce moment-là, mon emploi était stable et Becky percevait son congé maternité. Nous avons contracté un prêt immobilier pour un appartement de 2 chambres dans un nouveau quartier en périphérie de la ville. L'endroit s'est avéré agréable, un parc à proximité où nous avions prévu de nous promener avec la poussette, un centre commercial non loin, et le quartier réputé pour son calme et son ambiance familiale. Déménagement, grossesse de 7 ou 8 mois, rénovation, tout s'est enchaîné très vite. Au départ, je craignais que Becky ait du mal à gérer un tel stress.
Pourtant, à ma grande surprise, j'ai découvert en elle une force et une détermination incroyables. Malgré la fatigue, elle est restée optimiste et active. Ensemble, nous avons choisi le papier peint pour la chambre de bébé et commandé les meubles, qui devaient arriver quelques semaines avant la date prévue d'accouchement. Mes parents m'ont aussi beaucoup aidé, ils venaient le week-end, apportaient les courses, les tartes de grand-mère, pendant que mon père montait les meubles. L'atmosphère était joyeuse, mais aussi tendue, nous savions que bientôt nous serions 3, et que notre vie ne serait plus jamais la même. Les médecins prévoyaient l'accouchement à la fin de l'été. Un beau jour d'août, Becky s'est réveillée avec des contractions. À ce moment précis, lorsqu'elle m'a chuchoté qu'elle avait mal au ventre et que ça semblait être le travail, j'ai ressenti une vive pointe de panique mêlée à une excitation incroyable. Nous nous préparions à ce moment depuis un moment, les sacs pour l'hôpital étaient prêts près de la porte, la voiture presque le plein fait. Pourtant, quand la réalité m'a frappé de plein fouet, tous mes plans et ma confiance se sont évanouis. J'ai commencé à m'inquiéter, fourrant frénétiquement mes clés, mon téléphone et mes papiers dans mes poches, même si tout était en ordre. Becky, en revanche, semblait sereine, elle respirait profondément, essayait de plaisanter malgré la douleur et disait que tout irait bien. À l'hôpital, des infirmières nous attendaient et ont aidé Becky à rejoindre sa chambre. On m'a proposé d'attendre dans le couloir pendant qu'il s'occupait de ses papiers, et pendant ces quelques minutes, j'ai senti mes mains trembler et transpirer. Le monde autour de moi paraissait irréel, comme si je rêvais. J'ai réalisé que j'allais bientôt devenir père, et cette prise de conscience m'a frappé avec un mélange de froid et de joie intense. L'accouchement a duré presque toute la nuit. Becky m'a permis d'être présent lors de son accouchement, je me tenais derrière elle, je lui tenais la main et j'essayais de l'aider à respirer, comme on nous l'avait appris au cours de préparation à la naissance. Ma femme souffrait énormément des contractions, mais elle a tenu bon stoïquement, se mordant parfois la lèvre. En voyant son courage, j'ai ressenti un mélange indescriptible de gratitude et de culpabilité. J'avais l'impression de ne rien pouvoir faire pour soulager sa douleur. Les médecins et les infirmières étaient confiants et calmes, nous encourageant sans cesse. Quand Becky a poussé une dernière fois et que j'ai entendu le premier cri de notre fille, mes jambes ont failli flancher. Pendant tout ce temps, j'avais l'impression de retenir mes émotions, mais à cet instant précis, je n'ai plus pu me retenir. J'ai été submergée par un sentiment de bonheur et d'admiration infinie. Notre petite Emily, toute petite et pleurant à chaudes larmes, était enveloppée dans une couverture chaude. J'ai vu ses petits doigts, ses joues roses, j'ai senti le doux parfum d'un nouveau-né. Je ne m'étais jamais sentie aussi fort et vulnérable à la fois. Ce jour-là, nous sommes devenus parents. Notre vie a pris un tournant inattendu, et j'ai compris que ces changements étaient parmi les plus importants et les plus extraordinaires qui puissent nous arriver. Les premiers jours, après notre sortie de la maternité, ont été un tourbillon d'émotions nouvelles, les pleurs de bébé, les nuits blanches, l'apprentissage des couches et des biberons, et les efforts incessants pour comprendre pourquoi Emily pleurait et comment la calmer. Becky était fatiguée mais heureuse. J'essayais de prendre en charge un maximum de tâches ménagères pour qu'elle puisse se concentrer sur sa convalescence et s'occuper du bébé. Ma mère m'aidait à cuisiner, tandis que la mère de Becky apportait des soupes et des produits frais. Grâce à leur soutien, nous n'avons pas été submergés par le tourbillon des responsabilités parentales. Peu à peu, nous avons trouvé notre rythme. J'ai appris à changer les couches, à donner le bain à Emily et à la bercer sur mon épaule en lui chantant les berceuses que ma grand-mère me chantait enfant. Becky, bien qu'en congé maternité, regrettait parfois son travail et ses collègues, mais était surtout heureuse d'être près de notre fille. Jour après jour, Emily grandissait, apprenait à tenir sa tête, à sourire, à attraper ses jouets. Nous photographions chaque progrès et envoyions les photos à nos proches. Notre vie tournait autour de cette petite fille qui nous comblait de joie. Les années passèrent et sans même y penser, nous nous sommes habitués à notre rôle de parents. Pour le premier anniversaire d'Emily, nous l'avons fêté en famille et entre amis, un petit gâteau avec une bougie, une adorable robe qu'elle a aussitôt tachée de crème, que de rires et de tendresse. Nous nous sentions enfin une famille au complet, avec non seulement un mari et une femme, mais aussi ce petit miracle pour qui nous vivions. Au travail, tout allait bien, ma motivation a été remarquée par la direction, j'ai commencé à participer à des projets plus importants et à recevoir des primes. Cela nous a permis de rembourser notre prêt immobilier et de nous offrir quelques petits plaisirs. Par exemple, nous avons acheté une voiture d'occasion plus spacieuse, idéale pour transporter la poussette et tout le reste. Quand Emily a eu environ 2 ans,
Becky a progressivement repris l'écriture d'articles, cette fois-ci en tant que pigiste. Elle collaborait avec un magazine consacré à la vie et au développement de l'enfant, rédigeant de courts essais et des reportages sur des sujets intéressants. Cela lui permettait de passer beaucoup de temps à la maison avec Emily, tout en conservant ses compétences professionnelles. Quand Emily a eu 3 ans et a commencé la maternelle, une nouvelle étape s'est ouverte pour nous. Je me souviens encore de ce moment, nous avons amené notre fille au groupe. Elle portait un petit sac à dos avec son jouet préféré et regardait autour d'elle avec curiosité et un peu d'appréhension. La gentille maîtresse Madame O'Neill nous a souri et nous a rassurés, expliquant que tous les enfants sont un peu nerveux au début, mais qu'ils s'habituent vite à ce nouvel environnement. Nous sommes partis le cœur lourd. Pourtant, c'était une étape importante pour Emily. Elle commençait à se faire ses premiers amis et à apprendre les interactions sociales au sein d'un groupe. La période où Emily a commencé la maternelle a coïncidé avec la décision de Becky de reprendre le travail à temps plein, à temps partiel. Elle a été réembauchée par la rédaction, mais dans un autre service qui recherchait des contenus créatifs, des articles sur la vie urbaine, les valeurs familiales et des interviews de personnalités intéressantes. Bien sûr, concilier maternité et travail n'était pas chose facile, mais les grands-mères nous ont bien aidés, en récupérant Emily à la maternelle si besoin. De plus, mon emploi du temps est devenu un peu plus flexible, ce qui me permettait de partir plus tôt de temps en temps pour emmener notre fille à ses cours de danse, qu'elle a commencé à 3 ans et demi. Emily s'est révélée être une petite fille très vive, passionnée de musique et de mouvement, la danse est devenue sa véritable passion. Puis, notre appartement a commencé à nous paraître à nouveau trop petit. Après tout, Emily avait des tas de jouets, j'avais une quantité impressionnante de documents et de plans, et Becky avait des livres et des magazines. Nous avons commencé à envisager de vendre cet appartement et de déménager dans une maison plus grande, dans un quartier résidentiel calme, afin qu'Emily puisse avoir son propre jardin pour jouer et courir pieds nus. Cependant, la tâche s'avérait ardue. Les prix de l'immobilier augmentaient et nos économies n'étaient pas encore suffisantes pour un tel déménagement sans risque. Nous avons donc décidé d'attendre quelques années, le temps que je m'établisse dans ma carrière. Quand Emily est entrée en CP, elle avait 6 ans, j'étais déjà une spécialiste expérimentée. La direction m'a confié la gestion d'une petite équipe de développeurs de systèmes automatisés. Mon salaire a augmenté et nous avons commencé à nous demander si le moment était venu de déménager. La recherche d'un nouveau logement a duré 6 mois. Nous avons visité différents quartiers, examiné les options et finalement trouvé la perle rare. C'était une banlieue paisible au nord de Chicago, avec des rues calmes, des arbres bordant la route et des voisins sympathiques. La maison n'était pas neuve, mais solide, avec 3 chambres, un salon et surtout, un petit jardin charmant. Lorsque nous avons vu cette maison pour la première fois, avec sa pelouse et son saule pleureur dans le jardin, Becky et moi nous sommes regardés et avons su que c'était la maison. Le déménagement a eu lieu quand Emily a eu 7 ans. Cet automne-là, elle est entrée en CE1 et, heureusement, la transition vers sa nouvelle école s'est faite sans problème, même si, au début, ses anciens amis lui manquaient. Les enfants, bien sûr, trouvent vite un terrain d'entente et en quelques mois, elle s'était déjà fait de nouveaux amis. Nous nous habituions à notre nouvelle maison. Le week-end, nous travaillions dans le jardin où poussaient les fleurs plantées par les anciens propriétaires. Des cerfs nous rendaient parfois visite dans le jardin en hiver, et Emily était ravie de les observer par la fenêtre. Comme c'est souvent le cas dans une famille américaine, les premières années après notre déménagement, nous nous sommes activement impliqués dans la vie de la communauté locale. Becky a commencé à participer au conseil des parents d'élèves, aidant à organiser des kermesses et des petits concerts scolaires. Pour ma part, je me suis intégrée à la communauté locale de passionnés d'ingénierie qui se réunissait une fois par mois pour discuter d'innovation, partager leurs expériences et simplement passer un moment convivial. Notre maison servait souvent de lieu de rencontre, nous invitions les voisins, les collègues, les amis d'Emily et leurs parents. Parfois, nous organisions des barbecues dans le jardin, avec musique, rire et de nombreux enfants qui couraient partout. Quand Emily a eu 10 ans, j'ai remarqué qu'elle commençait à s'intéresser aux ordinateurs, à la programmation et à tout ce qui touchait à la technologie. Bien sûr, cela me faisait plaisir, peut-être avait-elle hérité de ma passion pour l'ingénierie. Je lui ai acheté un petit kit d'électronique pour créer des circuits simples, et elle passait ses soirées à essayer de comprendre comment fonctionnaient les LED, les capteurs et les moteurs. Becky riait, disant qu'Emily était la future inventrice en herbe.
Cependant, notre fille conservait un esprit créatif. Elle continuait à prendre des cours de danse, s'intéressait au dessin et au chant. Nous veillons à ne pas la cantonner à une seule voie, lui laissant la liberté de s'épanouir. Pendant ce temps, la carrière de Becky était en plein essor. Elle est retournée à la rédaction à temps plein et a gravi les échelons petit à petit jusqu'à devenir chef de service adjointe. Désormais, elle rédigeait des articles, supervisait une équipe d'auteurs et prenait des décisions concernant les sujets et les concepts. Bien sûr, cela signifiait moins de temps libre, mais elle trouvait une immense satisfaction dans son travail, sentant que ses textes influençaient l'opinion publique et trouvaient un écho auprès des lecteurs. Notre mariage a continué de se consolider. Certes, les problèmes du quotidien et le stress lié au travail provoquaient parfois des tensions et des disputes. En repensant à ces années, je constate que nous nous disputions le plus souvent pour des broutilles, des tâches ménagères inachevées, des promesses non tenues ou l'un de nous qui restait tard au travail sans prévenir l'autre. Mais nous avons appris à faire des compromis, nous avons appris à nous excuser et à nous écouter. Chaque dispute, s'il y en avait, nous faisait apprécier davantage ce que nous avions. Nous nous souvenions toutes deux du début de notre histoire, une rencontre pluvieuse à la bibliothèque, des soirées romantiques à l'université. Nous savions trop bien que l'amour n'est pas seulement de la tendresse, mais aussi la volonté de travailler sur les relations, de pardonner et de s'entraider pour s'améliorer. L'adolescence d'Emily approchait, un âge que beaucoup de parents redoutent. À 13 ans, elle devint plus introvertie, parfois colérique, et organisait occasionnellement ce que nous appelions des protestations lorsque les choses ne se passaient pas comme elle le souhaitait. Cependant, nous constations qu'elle restait une jeune fille aimante et vulnérable, apprenant simplement à s'exprimer, entrant dans une période où elle souhaitait défendre ses opinions. Nous essayions de ne pas l'étouffer, mais aussi de ne pas laisser l'éducation faire le travail à sa place. Par exemple, nous fixions des règles raisonnables, 1 heure de retour à la maison, des heures d'utilisation de l'ordinateur. Je me souviens des longues conversations de Becky avec Emily, lui expliquant l'importance de la responsabilité et du respect d'autrui. J'y participais aussi, essayant de trouver un équilibre entre fermeté et confiance. Un jour d'été, alors qu'Emily fêtait ses 15 ans, nous avons organisé un voyage en famille au Colorado. Nous avions tous besoin de changer d'air, de voir des montagnes et de profiter de la nature. Ce fut une excellente idée, nous avons pris la voiture et entrepris un petit road trip, nous arrêtant dans des cafés en bord de route et séjournant dans des hôtels confortables. Emily, même si elle faisait parfois semblant d'être une adolescente blasée, appréciait au fond d'elle passer du temps ensemble, à photographier les paysages et à plaisanter sur nos tentatives d'inscription à des excursions d'activités extrêmes locales. Finalement, ce voyage nous a rapprochés, nous faisant retrouver cette sensation de légèreté et de joie que nous sacrifions parfois dans le tourbillon du quotidien. 2 ans plus tard, alors qu'Emily avait 17 ans et que Becky et moi approchions de notre 18e anniversaire de mariage, de nouvelles préoccupations sont apparues dans nos vies, notre fille grandissait, pensait déjà à ses études supérieures et au choix d'une spécialisation. Elle manifestait un intérêt croissant pour les technologies numériques et le journalisme, remarquant le talent de sa mère pour les mots et celui de son père pour la pensée ingénieure. Elle disait vouloir trouver une synthèse de ces 2 domaines. Nous étions sincèrement heureux de la voir s'y concentrer, mais nous savions qu'elle quitterait bientôt le nid familial, ce qui nous attristait un peu, comme si nous approchions d'une nouvelle étape importante de notre vie. À cette même période, nos carrières respectives franchissaient également des étapes importantes. Je suis devenue chef de département, responsable du développement et de la mise en œuvre d'un vaste projet d'automatisation des lignes de production pour plusieurs entreprises renommées. C'était un défi, mais aussi une excellente opportunité. Par ailleurs, Becky recevait de plus en plus d'invitations à prendre la parole lors d'événements et de conférences. Sa brillante carrière de journaliste et sa capacité à évoluer dans un paysage médiatique en constante mutation la rendaient très recherchée, non seulement au sein de sa rédaction, mais aussi à l'échelle nationale. Elle s'est rendue plusieurs fois à New York, où elle a rencontré des représentants de grands groupes de médias. Pour nous deux, c'était une période de doute, rester à notre point de départ, où tout était familier, ou viser plus haut. Nous en avons discuté et, alors que nous arrivions à la conclusion qu'il était essentiel d'apprécier ce que nous avions un bon travail, une maison adorée, notre fille qui grandissait, le moment est arrivé, Emily allait recevoir son diplôme. Sa remise de diplôme coïncidait avec notre 19e anniversaire de mariage.
Je me souviens encore de la façon dont Becky et moi nous sommes préparés pour cette cérémonie, du choix de nos tenues, des discussions nerveuses sur le déroulement de la journée. Emily portait une robe bleu pâle, ses cheveux étaient soigneusement coiffés, et elle paraissait incroyablement mature. En la voyant sur scène parmi les diplômés, j'ai ressenti à la fois de la fierté et de la tristesse où était passée cette petite fille qui me tenait la main, en uniforme scolaire. Aujourd'hui, c'est une magnifique jeune femme, à laquelle nos espoirs et nos souvenirs sont liés. Nous l'avons applaudie lorsqu'elle a reçu son diplôme, nous avons pris des photos avec ses camarades de classe et nous avons ri en écoutant ses anecdotes scolaires. Nous sommes ensuite allés dans son restaurant préféré pour fêter la fin de l'année scolaire. Il y a eu beaucoup de blagues, des exclamations de « On est si heureux pour toi » et nous avons partagé des photos qui ornent désormais des albums. La question du choix d'université d'Emily s'est rapidement posée. Elle a postulé dans plusieurs établissements, dont une prestigieuse université de la Co est spécialisée dans les nouveaux médias et les technologies. En recevant sa lettre d'admission, elle était aux anges, mais cela impliquait aussi de déménager dans un autre État. Pour Becky et moi, ce n'était pas une décision facile, envoyer notre enfant si loin, sachant que nous la verrions rarement. Cependant, nous savions que cette étape était nécessaire pour son développement et son avenir professionnel. Nous nous sommes assis à table, nous avons discuté, calculé le montant de notre aide financière et avons finalement décidé de la soutenir. En voyant la gratitude dans les yeux d'Emily, j'ai compris que cela valait la peine de faire tous ces efforts. Quand Emily a fait ses valises et que nous l'avons conduite sur le campus, je n'ai pas pu retenir mes larmes. Becky était également émue, même si elle essayait de rester calme, en disant que tout irait bien et que nous pourrions nous parler souvent. Emily nous a pourtant assuré qu'elle viendrait en vacances, et même plus souvent si possible. La vie nous a ramenés à la maison, juste Becky et moi, comme au début de notre mariage, mais avec près de 20 ans de vie commune, de souvenirs, d'épreuves et de joies partagées. Peut-être que certains n'auraient pas lu jusqu'ici, trouvant tout ce blabla, tous ces souvenirs d'amour étudiant, de mariage, de naissance de notre fille et de 20 ans de vie conjugale ennuyeux. Peut-être que pour certains, cette histoire est la plus banale du monde. Mais pas pour moi c'était ma vie. Chaque jour, chaque minute vécue, chaque sourire, chaque dispute, chaque matin et chaque soir partagé, c'était tout ce en quoi je croyais, ce pourquoi je vivais. Et maintenant, je me tenais devant la porte du bureau de son entraîneur, j'ai entendu. J'ai entendu la voix de ma femme, la voix de ma Becky, la voix qui m'appartenait depuis 20 ans, une voix de tendresse, de passion, de désir, tout ce qui, autrefois, n'appartenait qu'à moi. Je l'entendais mais elle n'était plus mienne. En moi, quelque chose se déchirait. Pas seulement une douleur, une souffrance sourde, une souffrance lancinante, une désintégration complète. J'avais l'impression qu'une main invisible me transperçait la poitrine, m'arrachait le cœur et le jetait sans ménagement contre le mur. J'étais paralysée. Debout là, incapable de bouger, incapable de partir, incapable de croire que tout cela était réel. Je n'aurais jamais imaginé me retrouver dans une telle situation. Toute ma vie, j'ai fui les bouleversements, les drames inattendus, les tragédies théâtrales. J'ai construit ma vie de façon logique, séquentielle, étape par étape. J'ai bâti la stabilité, un foyer, une famille. Mais maintenant, devant cette porte, à entendre s'effondrer tout ce en quoi je croyais, j'essayais de comprendre une chose, où ai-je failli? Je restais là, appuyé contre le mur pour ne pas tomber. J'avais le sang qui bourdonnait dans les oreilles et un grondement dans la tête, comme si j'étais entré dans une zone de turbulence. Je ne saurais dire combien de temps je suis resté ainsi. Quelques secondes peut-être, mais cela m'a paru une éternité. J'avais l'impression que l'air m'était aspiré, que j'étais vidé de mon sang, et ma poitrine se serrait sous l'effet d'un mélange nauséabond, amé et brûlant de colère et de douleur. La porte a grincé. Je les ai entendus se retourner sur l'étroit canapé, ou peut-être recouvrir les appareils de musculation d'une couverture. Je ne voulais pas voir cette scène, le simple fait d'entendre Becky faire du sport ne me suffisait pas. Je savais que si j'entrais maintenant, je déverserais toute la fureur dont un mari trompé est capable. Peut-être même une agression, mais je suis restée immobile. Un instant, j'ai fermé les yeux, j'ai saisi la poignée de porte et je me suis arrêtée. Pas encore. C'est impossible de supporter cela, mais voir c'est impossible. J'entendais mes propres pensées, elles semblaient presque parler à voix haute. Un instant et j'ai lâché la poignée. Me précipitant sans faire de bruit, je m'éloignai de la porte et descendis le couloir de la salle de sport sans être remarqué. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. En sortant, j'inspirai une bouffée d'air froid qui me brûla la poitrine. Je jetai un bref coup d'œil à mes mains, elles tremblaient comme celles de quelqu'un qui venait de subir un choc violent.
À un moment donné, je crus que j'allais me mettre à pleurer, mais aucune larme ne coula. Il n'y avait que le vide et une colère sourde. Je cherchai machinalement mon téléphone pour me distraire de ce cauchemar, puis le remis dans ma poche. Qui appelait, que dire? Aucun de mes proches, amis ou amis, n'était au courant de ce qui se passait entre nous. Jusqu'à la dernière seconde, j'avais du mal à y croire. Je marchai lentement jusqu'à ma voiture, je m'installai au volant. Pendant un moment, je restai là, les yeux rivés sur le volant. Aucun bruit ne provenait de la salle de sport, mais dans ma tête, j'entendais encore ce que j'avais entendu une minute auparavant. J'ai eu l'estomac noué, comme si on me plantait un couteau dans le ventre. J'ai compris qu'à cet instant précis, ma vie ne serait plus jamais la même. Oh Becky, comment as-tu pu? Ai-je murmuré en frappant du poing sur le volant. Je n'ai pas démarré le moteur. Assise là, je craignais qu'en démarrant, je ne conduise n'importe comment, submergée par des images angoissantes. J'avais envie de crier, mais je me suis contentée de me mordre la lèvre. Je ne m'étais jamais sentie aussi impuissante, et en même temps, une colère noire et indescriptible m'envahissait, comme une lave en fusion dans la poitrine. J'ai décidé de partir sans l'attendre. Pourquoi? Pour la voir sortir de la salle de sport avec un sourire radieux, comme si elle venait de faire une super séance, je n'étais pas prête pour cette conversation, ni pour ce que je voyais. Je ne voulais pas voir cet homme, son entraîneur. Je ne pensais qu'à une chose, m'enfuir au plus vite. Le trajet durait près d'1 heure. Pendant toute cette heure, j'ai essayé de ne pas penser, ou du moins pas trop, de ne pas me faire d'image mentale. Des feux de circulation clignotaient, des panneaux de signalisation apparaissaient, des visages de passants se dessinaient. J'ai enchaîné les rues machinalement en prêtant attention aux feux de circulation, mais ces sons résonnaient sans cesse dans ma mémoire. J'avais l'impression de perdre la raison. Finalement, je me suis garée devant notre maison. Notre foyer, où nous avions vécu tant d'années. Une maison où notre petite Emily courait partout, où nous décorions le sapin de Noël, où chaque recoin était imprégné de souvenirs de jours heureux. Et maintenant, cette même maison m'accueillait avec un pressentiment funeste, les fenêtres étaient sombres, un journal traînait sur le perron, oublié de le ramasser le matin, et près de la porte, un tapis humide et une vieille paire de bottes. J'ai contemplé ces détails familiers et me suis dit, tout est pareil, mais maintenant, plus rien ne sera comme avant. En entrant, j'ai compris que je ne voulais pas, que je ne pouvais pas rester dans la chambre, le salon, nulle part. Soudain, la simple vue de nos photos, où nous sourions et nous enlacions, m'a donné la nausée. J'ai jeté les clés sur la commode et je suis allée dans mon bureau. C'était l'une des plus petites pièces de la maison, celle où je travaillais d'habitude sur les plans et la documentation. Après avoir tiré les rideaux, je me suis assis à mon bureau et j'ai fixé l'écran de l'ordinateur pour tenter de noyer mes pensées. Becky était-elle rentrée de sa séance de sport? Je n'en savais rien. J'avais perdu la notion du temps. Soudain, je l'ai entendue entrer. Le bruit de la serrure discret, mais qui m'a paru être un coup de feu. Des pas prudents dans le couloir, comme si elle ne voulait déranger personne, comme si elle craignait qu'on l'entende revenir. Sa présence emplissait l'air et la maison, la rendant insoutenable. Assis dans mon bureau, j'étais plongée dans une douleur épaisse et paralysante. J'avais l'impression d'être parcourue de frissons non pas à cause du froid, mais d'une sensation plus profonde, pénétrante jusqu'aux os. Comme si tout en moi se retournait, je l'entendais se déplacer dans la maison. Le froissement de vêtements, des bruits étouffés, le léger claquement de talons, tout cela m'aurait paru familier et rassurant en d'autres circonstances. Mais maintenant, chaque son me transperçait comme un air. Je compris que je ne pouvais pas la voir pour l'instant, non pas parce que j'avais peur d'une conversation. Non pas que je ne sache pas quoi dire, mais parce que je savais que si je la voyais maintenant, je perdrais le contrôle. Je prononcerais des mots durs et amers, des vérités corrosives qui ne laisseraient aucune place au moindre compromis. Mais quel compromis était possible après ce qui s'était passé? J'ai pris une gorgée de whisky, essayant tant bien que mal d'apaiser mon mal de tête. Mes pas se sont arrêtés devant la porte de mon bureau, plusieurs secondes de silence ont suivi, puis un coup discret et prudent. « Henry, tu es là ?» Sa voix était étouffée et incertaine, comme si elle craignait ma réponse. Comme si elle ne savait pas ce qu'elle allait dire. Étrange, avait-elle des remords? Savait-elle que je l'avais vue ou plutôt entendue? J'ai passé une main sur mon visage murmurant « Oui, je suis là. » D'accord, pourquoi tu ne sors pas? J'ai serré les poings, sentant une brûlure de colère et d'amertume me consumer la poitrine. J'ai répondu aussi calmement que possible, même si tout mon être tremblait. J'ai mal à la tête. S'il te plaît, Becca, je ne veux pas parler maintenant. Un silence s'est installé. Elle semblait hésiter, comme si elle voulait dire autre chose. Puis j'ai entendu son soupir presque imperceptible, léger, presque désespéré. D'accord, calme-toi. J'ai fermé les yeux. Je tremblais de haine et de peur à la fois.
c'était un étrange mélange d'émotions. Je ne savais pas si je pourrais un jour revivre comme avant. Mais une chose était sûre, je ne pourrais pas rester avec elle après ce qu'elle m'avait fait. Une semaine, un peu plus s'est écoulée, je continuais à souffrir. Je faisais croire que j'avais attrapé un virus particulièrement virulent, et je ne quittais quasiment pas mon bureau. J'appelais mon travail, je posais des congés, prétextant avoir besoin de quelques jours de vacances ou d'un arrêt maladie. La direction l'acceptait sans problème, car je n'avais jamais pris autant de jours de congé auparavant. Becca essayait de prendre soin de moi, en m'apportant du thé et des médicaments. Je l'ai vue me parler de son travail, d'une période difficile qu'elle traversait, de son inquiétude pour notre fille venue passer le week-end de l'université et de mon comportement étrange. J'ai fait semblant de ne pas me sentir bien et j'ai simplement hoché la tête. J'ai vu une question dans ses yeux, mais elle n'a pas osé demander directement « Que se passe-t-il ? Sais-tu quelque chose ? As-tu des soupçons ?» Un processus invisible et pourtant implacable se déroulait en moi. Un processus de prise de conscience, d'acceptation de l'inévitable et de reconnaissance de ce que je refusais d'admettre. Assise devant l'ordinateur, les yeux rivés sur la faible lumière de l'écran, je passais méthodiquement, presque machinalement, d'un site juridique à l'autre. Articles, instructions, lois défilaient devant mes yeux. Je lisais comment tout régler à l'amiable, quels documents étaient nécessaires, comment partager les biens, comment établir la garde des enfants pour éviter des mois d'audience. Chaque mot de ces articles me transperçait les nerfs. Même des formulations froides et arides comme dissolution du mariage et partage des biens communs étaient pénibles. À ces mots, j'avais l'impression que quelque chose en moi se brisait lentement mais sûrement. 1000 pensées se bousculaient dans ma tête. Je me souvenais de notre premier petit appartement d'angle, où Becky et moi avions commencé à vivre ensemble, montant les meubles un à un, économisant sur chaque repas, riant et rêvant d'avenir. Je me souvenais de la maison que nous avions achetée ensemble, des centaines d'options passées à les examiner, des disputes, des discussions, des débats, du choix des rideaux, du papier peint, de la décoration de la chambre d'Emily et maintenant, je lisais comment partager tout cela. Je ne voulais pas de scandale, pas de scène, pas de ragot public. Je n'avais que faire des accusations futiles, des cris, ni de la question de savoir qui devait quoi à qui. Cela n'avait plus d'importance. Le plus important, c'était Emily. Elle ne devait pas souffrir à cause de nous. Je savais que, quoi qu'il arrive, quelles que soient les décisions que nous prenions, elle devait continuer à vivre une vie normale. Étudier, s'épanouir, construire son avenir, sans être engloutie par notre cauchemar, sans en devenir l'otage. Je n'ai partagé cette douleur avec personne. Personne ne savait qu'au fond de moi, il y avait un vide, que chaque matin je me réveillais avec un poids qui m'écrasait de l'intérieur. Même mes parents n'en savaient rien. Je savais que maman serait sous le choc. Elle n'aurait pas pu l'accepter comme une fatalité, elle aurait cherché à comprendre, à saisir les raisons. Peut-être aurait-elle même tenté de trouver un moyen de se réconcilier, d'essayer de me convaincre de parler à Becca et d'arranger les choses. Si j'avais refusé, elle m'aurait reproché d'être trop fermée, de ne pas donner une seconde chance à notre mariage. Mon père aurait sans doute réagi différemment. Ce n'était pas un homme impulsif, il se serait probablement assis à table avec moi, m'aurait regardé droit dans les yeux et m'aurait dit calmement quelque chose comme « Toutes les familles traversent des crises. Tu ne vas pas trop vite, on ne pourrait pas simplement en parler », mais je connaissais la réponse. Il n'y avait pas de retour en arrière, je ne pouvais même pas imaginer partager à nouveau le même lit qu'elle, me réveiller près d'elle, entendre sa respiration, sentir sa chaleur. Je ne pouvais pas imaginer l'enlacer, caresser sa peau, embrasser des lèvres déjà embrassées par une autre. Je ne pouvais pas imaginer plonger mon regard dans le sien et y voir quelque chose qui m'appartenait autrefois, mais qui désormais me semblait étranger. Peut-être que d'autres pourraient pardonner une telle chose, mais moi non. Je me suis cachée derrière une fausse maladie, je me suis enfermée dans mon bureau et j'y ai passé une dizaine de jours, 10 longs jours vides qui se sont transformés en préparatifs pour l'inévitable. J'ai relu des articles juridiques, rempli des formulaires, examiné des formules complexes, essayant de me forcer à penser à des choses pratiques plutôt qu'à la douleur. J'ai tout planifié à l'avance pour éviter les conversations inutiles, les crises de colère, les audiences interminables. Je ne voulais pas faire d'esclandre, mais je ne voulais pas non plus laisser la moindre faille qui puisse prolonger ce calvaire. Je me préparais à l'acte final. Le plus dur était de me contrôler quand Becky entrait dans mon bureau. Parfois, je percevais de la peur ou de la culpabilité dans son regard. Elle essayait de me prendre dans ses bras, mais je me détournais, faisant mine d'avoir de la fièvre ou d'avoir pris un médicament ramé et de ne pas vouloir la contaminer.
Peut-être n'y croyait-elle pas complètement, mais pour l'instant, elle se soumettait. Tout semblait se dérouler comme prévu. J'étais prête à faire un scandale et à dire sans détour « Ok, le divorce, point final », mais je me suis souvenu que notre anniversaire de mariage approchait. Qu'on le compte depuis le mariage ou depuis nos années d'université, peu importait, nous fêtions la date officielle. Ironie du sort, nous avions prévu un petit dîner en famille pour l'occasion. Notre fille avait promis de venir, puisqu'elle avait un week-end de libre. Nos parents comptaient aussi passer, mais j'ai décidé que seule Emily viendrait, sans grande réunion de famille. Ainsi les choses seraient plus simples. Le jour anniversaire, je me suis levée plus tôt que d'habitude. Malgré l'épuisement et l'amertume des derniers jours, j'ai fait semblant d'aller mieux. J'ai même dit à Becca que j'avais un peu plus d'énergie et que j'étais prête à fêter au moins en partie notre anniversaire. Elle avait l'air contente ou du moins elle essayait. Une lueur timide, presque timide, a brillé dans ses yeux, comme si elle retrouvait soudain l'espoir que tout puisse redevenir comme avant. C'était comme une chance. Le lendemain matin, elle a écrit à Emily pour confirmer son arrivée. Je l'ai entendu lui parler au téléphone, sa voix était douce, presque excitée. Papa va mieux, il est prêt à passer du temps avec nous, ai-je entendu à travers la porte entr'ouverte. J'ai acquiescé, confirmant ses paroles, et j'ai ajouté que j'essaierais de préparer une surprise. Et il y en eut une enveloppe soigneusement emballée, nouée d'un ruban, contenant les papiers du divorce déjà signés de mon côté. J'ai regardé Becca les déposer sur la table. Elle a disposé les assiettes avec soin, a tendu les serviettes et parfaitement aligné les couverts, comme si cela pouvait restaurer l'harmonie habituelle, comme si cela pouvait recréer, ne serait-ce qu'un instant, l'atmosphère de ces anniversaires que nous avions fêtés autrefois. Au milieu de la table, elle a placé les fleurs que je lui avais offertes le matin même, des roses. Autrefois, c'étaient ses fleurs préférées. Malgré la belle table dressée, les bougies, les verres à vin, je voyais bien dans le regard de Becky une tentative vaine de raviver quelque chose qui avait disparu. Mais il n'y avait plus rien à raviver. Emily arriva pour le dîner, son sourire était chaleureux et sincère. Elle serra sa mère dans ses bras, puis me regarda, les sourcils légèrement froncés. « Papa, tu as l'air pâle, ça va. » J'acquiesçai, m'efforçant de rester calme. « Bien sûr, ma chérie, tout va bien. » Je savais qu'elle le sentait, une tension palpable planait, invisible mais bien réelle. Nous manguâmes et parlâmes de choses et d'autres. Emily parla de ses études, du bénévolat qu'elle avait prévu pour l'été, de son envie de travailler pendant les vacances pour économiser en vue d'un voyage. Elle parlait avec enthousiasme, avec animation, et je me surprenais à penser que je ne voulais pas que ce moment s'achève. Becky essayait de maintenir la conversation, plaisantant même parfois. Elle me jetait souvent des regards prudents, comme pour savoir si j'allais vraiment mieux. « Henry, ça va ?» elle demanda à nouveau d'une voix plus douce. Je souris autant que je le puis à cet instant. Oui, passons cette soirée ensemble. En réalité, je me retenais à grand-peine d'exploser de joie. En voyant notre fille, en l'entendant rire et parler de son université, je ressentis une pointe de tristesse. J'étais désolée pour elle, désolée pour moi, désolée pour toutes ces années passées ensemble comme une seule famille. Mais ma décision était prise, et je ne pouvais plus attendre. Le soir venu, lorsque nous sommes passés du salon à notre chaleureuse salle à manger, la douce lueur des bougies emplissait l'air. Leurs flammes vacillaient, projetant d'étranges ombres sur les murs. Sur la table, outre le dîner festif, trônait un gâteau orné de motifs en caramel et de fruits rouges. Tout semblait annoncer une soirée chaleureuse et joyeuse, comme si nous étions vraiment ce couple heureux célébrant notre anniversaire dans une atmosphère d'amour et de complicité. Becky sourit, mais une anxiété à peine perceptible se lisait dans son regard, comme si elle attendait quelque chose ou tentait de deviner mes pensées. Ses doigts frottaient nerveusement le bord d'une serviette, malgré son calme apparent. Je pris une profonde inspiration, serrant fort le dossier contenant les documents, soigneusement fermé par un ruban accordéon. Je sentais une oppression intérieure m'envahir, mais il m'était impossible de reculer. Je lui tendis le dossier, m'efforçant de garder une voix neutre. Je ne quittais pas Becky des yeux, tandis qu'elle serrait les papiers si fort qu'ils se froissaient légèrement. « Ce sont des papiers de divorce, dis-je froidement, et j'eus l'impression que la pièce se glaçait. Emily se figea, les lèvres légèrement entr'ouvertes, comme si elle voulait dire quelque chose mais ne trouvait pas les mots. Je regardai Becky droit dans les yeux, et dans mon regard, il n'y avait ni douleur, ni regret, seulement de l'épuisement et de la détermination. « Je vous en prie, expliquez cela à notre fille. » Un silence de mort s'abattit sur la pièce. L'horloge tic-taquait, une bougie sur le gâteau vacillait, et nous semblâmes tous figés. Becky ne quittait pas les papiers des yeux, ses yeux étaient remplis de larmes, et ses lèvres tremblaient comme si elle était incapable de prononcer un mot. Emily se leva d'un bond de sa chaise, le regard oscillant entre sa mère et moi. «
Que signifie divorce, papa? Est-ce que ce n'est pas à cause de quelque chose? Je serrais les poings si fort sous la table que mes ongles s'enfonçaient dans mes paumes. Si je ne m'étais pas retenue, si je n'avais pas maîtrisé mes émotions, j'aurais peut-être tout dit, dis-le-lui. Dis-lui que sa mère est une traîtresse, qu'elle a détruit notre famille, qu'elle était avec un autre homme, qu'elle sache la vérité. Ces pensées résonnaient dans ma tête, résonnaient dans mes oreilles, me nouaient la gorge. Je voulais exprimer ma douleur, mais je n'y arrivais pas. J'ai regardé Emily, notre fille, notre fierté, notre trésor, et j'ai compris que je ne pouvais pas. Je ne voulais pas lui briser le cœur si durement, si brutalement, pas maintenant. J'ai dégluti difficilement et, contractant tous mes muscles, j'ai forcé les mots « Je suis désolée, ma chérie, mais cette conversation ne concerne que ta mère et moi. » Emily fronça les sourcils, son regard oscillant entre Becky et moi. C'était une fille intelligente, trop intelligente pour ne pas sentir que quelque chose clochait. Becky frissonna, les mains crispées sur ses genoux, les lèvres tremblantes. Henry, attends, parlons seul, sa voix était suppliante, mais je n'en avais cure. Je levai lentement les yeux vers elle. C'est trop tard, Becky. Dans ma voix, il n'y avait ni colère, ni rage, seulement de la froideur. Une fatigue intense l'envahissait, comme si tout l'intérieur se contractait. Tu n'auras qu'à dire quelques mots, dis-je froidement, et Becky sursauta si brusquement que la chaise grinça sur le sol. Ses épaules tremblaient de peur et des larmes coulaient sur ses joues. Elle peinait à parler, mais les mots restaient coincés dans sa gorge. Emily la regarda avec une inquiétude grandissante, les lèvres tremblantes, les larmes aux yeux. « Maman, qu'est-ce qui se passe » demanda-t-elle doucement, comme si elle craignait la réponse. Becky serra les poings, essayant de se contenir, mais tremblant de façon incontrôlable. Elle secoua la tête, ne sachant comment trouver les mots justes. « Ma chérie, je ne sais pas comment te le dire » lâchai-je sèchement en me détournant. « Dis la vérité » exigeai-je. Elle ne put rien ajouter. Je me levai de table, pris mes clés dans la poche de mon manteau et me dirigeai vers la sortie. J'ai entendu Emily m'appeler. « Papa, reviens » Becky priait et quelque chose tombait de la table. Mais je ne me suis pas retournée. Je suis partie en claquant la porte et j'ai marché vers la voiture. Je ne savais pas où j'allais. Je voulais juste fuir cette douleur, la noyer dans l'alcool. J'ai pris l'autoroute, quittant la ville, avec un seul endroit en tête, un bar miteux à la périphérie, près d'une station-service. C'était plutôt crasseux, mais il servait des boissons fortes et bon marché. Je ne buvais pas beaucoup et je ne savais pas bien boire, mais maintenant je voulais oublier. En entrant dans le bar, l'éclairage était tamisé, une odeur de parfum bon marché et de cigarettes flottait dans l'air. Fumer dans les lieux publics était interdit depuis longtemps, mais ici, la loi semblait bafouée. Je me suis affalée au comptoir et j'ai commandé un whisky, puis un autre. Et encore un autre. J'étais tellement submergée par ma douleur que je n'ai pas remarqué que je tremblais. Les pensées habituelles concernant ma conduite et le danger ne m'ont même pas effleuré l'esprit. Je ne désirais qu'une chose, ressentir la brûlure de l'alcool, chasser de mon esprit l'image de ma femme avec un autre homme. À un moment donné, j'ai dû perdre la notion du temps. Le barman m'a adressé la parole, mais je n'ai perçu qu'un murmure lointain. Il semblait demander si quelqu'un pouvait m'emmener. Je voulais répondre, mais seuls des sons inintelligibles sont sortis de ma bouche. Puis je me souviens du téléphone qui sonnait. Je ne sais plus si j'ai réussi à le sortir ou si le barman l'a trouvé dans ma poche et a appuyé sur le bouton, mais il était déjà trop loin pour que je puisse l'atteindre. Le souvenir suivant est celui d'une voix, peut-être celle du barman. « Venez vite », il a complètement perdu la tête. J'ai fermé les yeux, et je suis littéralement tombé dans les ténèbres. À demi conscient, j'ai eu des visions obsédantes, j'ai vu les mains de Becky sur des épaules inconnues, j'ai entendu sa respiration, puis j'ai vu le visage d'Emily déformé par les larmes. C'était comme un enfer sans issue. Quelqu'un m'a saisi par les mains, m'a soulevé brusquement et j'ai failli perdre l'équilibre. Le monde autour de moi tournoyait, comme pris dans un tourbillon, tandis qu'une douleur lancinante m'assourdissait. Dans ce vacarme, j'ai soudain entendu une voix familière et anxieuse. « Papa, papa !» Cette voix perça le brouillard qui enveloppait mon esprit. C'était Emily. Sa voix était empreinte de peur, d'insistance et d'inquiétude. Je me forçai à ouvrir les yeux, mais tout autour de moi se dissolvait en formes floues qui tremblaient et se dédoublaient. Devant moi parut son visage, vague et pourtant indubitablement familier. Un homme se tenait un peu plus loin, sans doute le barman. Il hocha la tête, croisa les bras et soupira profondément. « Je suis désolée, mademoiselle, mais votre père il est parti. Heureusement que vous êtes venue si vite. » Emily hocha nerveusement la tête. Un éclair de soulagement traversa son regard, aussitôt remplacé par l'inquiétude. Elle se précipita vers moi et posa délicatement ma main sur son épaule. « Merci, je m'en occupe » murmura-t-elle. J'essayai de dire quelque chose, mais les mots restèrent coincés dans ma gorge, se perdant dans l'ivresse.
J'étais comme en plomb et chaque pas me demandait un effort. Emily semblait puiser toute sa force en moi, me soutenant et me guidant à travers le bar bruyant. J'ai senti son épaule se tendre sous mon poids, mais elle ne s'est ni arrêtée ni plainte, au contraire, elle a resserré sa prie et a continué d'avancer avec détermination. L'air froid dehors me mordait la peau, le vent nocturne empestait l'humidité et l'essence. L'éblouissement des phares me piquait les yeux et me faisait plisser les paupières. Nous avons atteint la voiture, sans doute la sienne. La portière s'est ouverte brusquement et j'ai failli m'effondrer sur la banquette arrière, affalée en arrière, épuisée. Ma tête a basculé sur le côté et j'ai fermé les yeux, ne pensant qu'à l'obscurité pesante qui menaçait de m'engloutir. Le trajet m'a brusquement réveillée et heureusement, Emily a réussi à se garer sur le bas-côté. Elle m'a patiemment soutenue, cherchant des mouchoirs. Je l'ai entendue, la voix rauque d'émotion, murmurer « Papa, pourquoi as-tu » Mais je n'ai pas pu répondre, j'étais sous l'effet de l'alcool et de la douleur, un cocktail cauchemardesque qui se mêlait en moi. Je me suis réveillée plus tard dans la chambre d'amis de mes parents. Il était tôt le matin et j'avais une terrible gueule de bois. Ma tête me faisait mal, j'avais un goût amé dans la bouche. Pendant plusieurs minutes, j'étais désorientée. Puis j'ai aperçu des photos de famille familières sur la commode et j'ai compris que c'était la chambre d'amis, celle où les proches logeaient d'habitude. Autrefois, Becky y avait dormi après notre mariage et pendant les vacances. J'entendais des voix dans la pièce d'à côté, des voix étouffées mais lourdes de fatigue. Mes parents, Emily. On aurait dit qu'ils n'avaient pas fermé l'œil de la nuit. Ils discutaient, se disputaient peut-être, cherchant une explication à ce qui s'était passé. La fatigue me pesait sur la tête, mon corps était lourd comme du plomb et ma bouche était sèche comme si j'avais avalé une poignée de sable. J'ai essayé de me redresser mais chaque mouvement était lourd, comme une pulsation d'épuisement. On a frappé doucement à la porte. Puis-je entrer ? Demanda ma mère d'une voix calme mais insistante. Je me suis raclé la gorge, j'ai dégluti difficilement, mais j'ai quand même répondu d'une voix rauque « Oui ». Ma mère est entrée silencieusement comme toujours, lorsqu'elle ne voulait pas déranger. Elle s'assit au bord du lit, me regarda attentivement et sans dire un mot, posa doucement sa main sur mon front, comme pour vérifier si j'avais de la fièvre. Ses yeux étaient remplis d'inquiétude, de sollicitude et d'autres choses peut-être de douleur pour moi. « Henry, mon fils, que se passe-t-il » Sa voix était douce, mais elle était si chargée d'inquiétude que je me sentais encore plus lourd. « Pourquoi Emily t'a-t-elle amené ici comme ça » Elle marqua une pause, comme si elle ne voulait pas parler à voix haute. Elle dit que tu divorces de Bexy. Je détournai le regard, sentant une oppression en moi. Maman, je suis désolée, soupirai-je. Je n'ai pas la force d'expliquer, je ne peux pas supporter de tout ressasser, de replonger dans la douleur et la trahison. Je sens déjà que ça me ronge de l'intérieur. Je voyais ma mère attendre une explication. Ses lèvres tremblaient légèrement, ses doigts se crispaient en poing sur ses genoux, mais je n'y arrivais pas. Je fermai les yeux et murmurai « On divorce, point final ». Un silence pesant, oppressant. Je levai lentement les yeux et vis la stupeur dans les siens. Elle me regardait comme si elle avait vu une terrible blessure, une blessure irrémédiablement brisée. Pourquoi ? Sa voix se brisa. Vous étiez une famille si unie, je serrai les dents, fermai les yeux et murmurai « Ne me demandez pas d'explication, je vous en prie ». J'avais honte devant elle, devant mon père, qui avait dû tout entendre dans la pièce d'à côté, et devant ma fille encore plus, mais je n'avais plus la force de m'expliquer. J'étais épuisée, physiquement et moralement. D'accord, on en parlera demain matin au petit déjeuner. Elle s'est déplacée avec précaution et a remis la couverture en place. J'ai fermé les yeux. Les larmes coulaient sur mes joues, mais je n'arrivais même pas à les essuyer. Plus tard, vers midi, j'ai réussi tant bien que mal à me lever, à prendre une douche et à aller à la cuisine. Emily m'a vue et s'est précipitée pour me serrer dans ses bras. Elle était sous le choc et s'est remise à pleurer en me touchant. Papa, parle-moi, explique-moi pourquoi tu divorces, j'ai simplement hoché la tête. Emily, je ne peux pas expliquer, pardonne-moi, ta mère, nous ne pouvons plus être ensemble et c'est tout. Elle a essayé de poser d'autres questions, mais je l'ai interrompue, lui disant que je ne donnerais aucun détail. J'ai vu la douleur dans ses yeux, et j'ai compris qu'elle ne me pardonnerait peut-être jamais ce secret. Mais je n'arrivais pas à me résoudre à lui dire la vérité sur l'infidélité de ma mère. Comment annoncer une chose pareille à sa fille ? Il vaudrait mieux qu'elle pense que nous nous sommes simplement éloignés l'un de l'autre. Mes parents étaient dévastés. Je le voyais à chaque regard, à chaque geste. Maman serrait les poings, tirant nerveusement sur le bord de son gilet, tandis que papa arpentait la pièce, fronçant les sourcils et soupirant lourdement, comme s'il cherchait ses mots. Il a toujours été un homme de principe, un homme qui croyait que la famille devait être sauvée à tout prix.
Finalement, il s'est arrêté, a croisé les bras et a parlé avec cette assurance que j'avais toujours admirée. « Henry, tu fais une erreur. La famille, c'est sacré. Tu ne peux pas gâcher 20 ans de vie comme ça, il faut qu'on parle, qu'on mette les choses au clair, qu'on trouve des solutions. Il faut essayer de tout sauver. » Il parlait d'un ton ferme, presque autoritaire, comme lorsqu'il essayait de me raisonner, lorsqu'il m'apprenait à être fort, lorsqu'il m'inculquait qu'un homme ne devait pas fuir les problèmes, mais les résoudre. Mais j'avais déjà pris ma décision. Je l'écoutais d'une oreille distraite, le regard perdu par la fenêtre où l'aube perçait à peine la brume. Le ciel gris semblait lourd comme de la pierre, et je me sentais tout aussi lourd, oppressé, vide, brisé. Lentement, presque douloureusement, j'ai hoché la tête et enfin j'ai répondu « Crois-moi, il n'y a pas de retour en arrière. » Ma voix était douce, mais elle portait une détermination d'acier, contre laquelle il était déjà impossible de discuter. Me connaissant, papa savait que si j'avais pris une décision, il ne pourrait pas me faire changer d'avis. Finalement, ils ont soupiré et l'ont accepté à contre-cœur. Je suis restée avec eux plusieurs jours, feignant d'être absorbée par mon travail pour éviter les interminables conversations sur notre divorce. Le divorce s'est déroulé étonnamment sans incident. Peut-être Bexy a-t-elle compris que toute résistance était inutile, ou peut-être le poids de la culpabilité était-il si lourd qu'elle ne voulait pas compliquer davantage les choses. Nous ne communiquions que par l'intermédiaire d'avocats et échangions des documents officiels. Pas de cris, pas de menaces, pas de partage inégal. Nous avons vendu la maison où nous vivions et partagé le produit de la vente, la moitié pour moi, l'autre moitié pour elle. J'ai évité les disputes car la propriété nous appartenait à tous les deux, et d'une certaine manière, ses parents nous avaient aidés à rembourser le prêt hypothécaire. J'ai emménagé dans un petit appartement en périphérie de la ville. Bexy a trouvé un nouveau logement plus proche de son bureau. Emily, en apprenant nos projets, était anéantie, mais nous lui avons promis que ses frais de scolarité resteraient inchangés. Et en effet, nous avons continué à financer ses études supérieures à parts égales. Pendant les audiences de divorce, nous nous sommes à peine adressé la parole. Nous avons simplement signé des papiers, écouté le juge et échangé des hochements de tête. Une fois le divorce prononcé, nous nous sommes retrouvés dans le couloir du tribunal. Bexy s'est approchée de moi, voulant dire quelque chose, mais je me suis contentée de répondre, il n'y avait rien à dire. Ses yeux étaient remplis de larmes, mais je suis passée devant elle. Chaque fois que je voyais son visage, les souvenirs me submergeaient, ces bruits, cette voix derrière la porte, et tout en moi se tordait de dégoût, de colère et de désespoir. Le temps a passé, notre premier hiver seul a été une épreuve. J'avais l'impression d'avoir perdu tout appui. L'appartement était froid et inconfortable, des pièces petites, des murs inconnus, peu d'affaires. Je travaillais du matin au soir, je rentrais et je m'effondrais sur le lit, regardant parfois la télévision sans intérêt. Le vide qui m'enveloppait était accablant. Pourtant, en même temps, je savais que ce serait plus facile que de rester dans notre ancienne maison, avec tous ses souvenirs. Emily m'écrivait de temps en temps « Papa, comment vas-tu ?» Je la rassurais en lui disant que je serais toujours là, et j'essayais effectivement de l'aider pour ses devoirs, de lui donner des conseils, de gérer son argent. Parfois, on se retrouvait dans des cafés où je lui rendais visite à l'aéroport quand elle rentrait de vacances. Cependant, nous n'étions plus notre famille. 2 ans s'étaient écoulés depuis. Durant ces 2 années, Bexy et moi ne nous sommes vus que quelques fois, principalement lors d'événements importants pour Emily. Elle terminait sa licence et nous assistions à ses spectacles et présentations. À chaque fois, je gardais mes distances tandis que Bexy tentait de m'aborder, de me saluer, l'air humble et désolé. Mais j'évitais toute conversation, me contentant de quelques phrases neutres. Un fossé s'était creusé entre nous à cause de sa trahison. Un soir, alors que je rentrais du travail, épuisé comme toujours, on frappa à la porte. Je fus surprise car personne n'était venu sans prévenir. En ouvrant, je ne trouvai personne, seulement une enveloppe blanche sur le tapis. Une enveloppe blanche ordinaire avec mon nom écrit à la main. Je la pris, entrai et refermai la porte. Au toucher, je sentis qu'elle contenait un morceau de papier, ni timbre ni adresse. Quelqu'un l'avait déposé en personne. En lisant le nom de l'expéditeur, ou plutôt de la personne, au verso je frissonnai. C'était Bexy. Il semblait qu'elle soit venue, ait frappé et soit repartie. J'ai senti mon estomac se nouer. Que voulait-elle? Pourquoi maintenant? J'ai ouvert l'enveloppe et en ai sorti une lettre manuscrite. J'ai reconnu son écriture soignée. J'ai été stupéfaite en commençant à lire. « Henry, mon cher, mon unique, je ne sais pas si tu auras la force de lire cette lettre jusqu'au bout. Je ne sais pas si tu voudras consacrer ne serait-ce qu'une seule minute de ta vie à moi. Je ne serais pas surprise que tu la déchires sans même en lire un mot. Mais si tu continues à lire, cela signifie qu'il te reste encore un peu d'intérêt pour moi.
Ou peut-être est-ce simplement la douleur que je t'ai infligée? Il m'est difficile de t'écrire. J'ai longtemps hésité à te déranger, à m'immiscer dans ta vie, ou peut-être je n'ai plus ma place. Peut-être as-tu appris à vivre sans moi, peut-être es-tu même heureux et si c'est le cas, je n'ai pas le droit de te importuner. Je ne demande ni pardon ni réconciliation, je veux simplement exprimer ce qui me ronge depuis 2 ans. Henry, j'ai tout détruit. J'ai brisé notre couple, notre foyer, notre confiance, j'ai commis une trahison injustifiable. Peu importe comment j'essaie d'expliquer mes actes, peu importe comment je cherche des raisons, la vérité est que j'ai agi de façon vile, malhonnête et infidèle. J'ai ruiné tout ce que nous avions construit pendant 20 ans, tout ce que tu m'as donné, tout ce que tu as investi en nous. J'ai essayé de me comprendre. J'ai consulté un psychologue, relu nos lettres, repensé à chaque détail, chaque dispute et chaque réconciliation. J'ai cherché le moment où j'ai commencé à détruire ce que nous avions. Mais Henry, je n'ai pas trouvé de réponse. Je ne peux pas donner de raison précise. Peut-être ai-je craqué intérieurement. Peut-être me manquait-il quelque chose, et je l'ai cherché aveuglément sans me rendre compte de ce que je perdais. Je ne me justifie pas, je suis coupable envers toi et envers moi-même. Mais le plus dur, c'est de réaliser que pendant tout ce temps, je t'ai aimé, je t'aime encore. Je t'admirais, j'étais fière de toi, j'ai ri à tes côtés, on s'est disputé, on s'est mis en colère, on s'est réconcilié, je ne faisais pas semblant, je ne mentais pas, je ne jouais pas le rôle d'une épouse aimante. Tout était authentique. Et maintenant cette vérité me déchire car c'est moi-même qui l'ai effacée. Je te vois dans mes rêves. Je te vois rire, porter notre fille sur tes épaules, me regarder avec cette chaleur qui faisait toujours chavirer mon cœur. Mais ensuite, mon regard change, devient étranger, froid, empli de déception, et je me réveille. Et je comprends que je me suis privée de tout cela. Henry, je sais que tu ne me pardonneras jamais, et qui le pourrait, je ne te le demande même pas. Sache simplement, je le regrette chaque jour, chaque heure, chaque minute. Je vis avec ça et ce fardeau me suivra jusqu'à la fin de mes jours. Je ne sais pas ce que tu deviens. As-tu trouvé quelqu'un d'autre et es-tu heureux? Si oui, chérie, ne laissez personne détruire votre bonheur comme je l'ai fait. Tu mérites un amour véritable et sincère, et si tu en as la chance, puisses-tu recevoir tout ce que je n'ai pu te sauver. Je n'écris pas ceci pour obtenir quelque chose en retour, je sais qu'il n'y a pas de retour. Je veux simplement que tu saches, je t'aimerai toujours, de loin, même si tu ne prononces plus jamais mon nom. Merci pour tout, pour notre fille, pour ta chaleur. Pour ces années, les plus heureuses de ma vie, même si je l'ai compris trop tard, Bexy. En lisant cette lettre, les larmes me sont montées aux yeux. Je ne pouvais nier que ces mots avaient touché une corde sensible en moi, celle-là même qui résonnait des souvenirs de notre jeunesse. Mais en même temps, à chaque mot, je sentais monter en moi une colère sourde et lasse. Pourquoi écrit-elle cela maintenant? Pour demander pardon, pour apaiser sa culpabilité, mais cela ne me facilite pas la tâche. Elle écrit qu'elle ne peut pas expliquer pourquoi, mais la raison est claire, elle a choisi cette voie, elle a choisi de me trahir. Et maintenant, elle prétend m'avoir aimé pendant toutes ces années. J'avais envie de déchirer la lettre sur le champ, mais j'ai continué à lire quelques lignes, comme pour y chercher un indice. C'était une erreur, mais à quoi bon? Plus rien ne peut être changé. Nous ne sommes plus ensemble, et nous ne le serons jamais. Finalement, je me suis affalée dans le fauteuil, la lettre serrée entre mes mains. Mon cœur battait la chamade. Ces mots sur ces 20 années de véritable amour, sur son amour éternel, résonnaient dans ma tête. Peut-être que pour quelqu'un d'autre, cela aurait été un réconfort, mais pas pour moi. Je ne pouvais ni pardonner ni oublier. Je ne pourrais jamais accepter qu'elle soit allée voir un autre homme si elle m'aimait vraiment. En repensant à nos 20 années, je revoyais trop de moments heureux, trop de confiance et maintenant tout est rayé. Même si je voulais la croire quand elle disait « c'était une erreur ponctuelle » ou « je ne sais pas comment c'est arrivé », cela ne changerait rien. Je ne peux pas vivre avec ce fardeau. Et il semble qu'elle ne puisse vivre avec la culpabilité. Pourquoi devrais-je pardonner si elle m'a craché au visage? À cet instant, je me suis levée, j'ai plié la lettre et l'ai littéralement déchirée en 1000 morceaux, jetant les lambeaux à la poubelle. Mes mains tremblaient, mais mon cœur était un peu plus léger. Aurais-je pu la croire? Peut-être. Autrefois, je l'aimais de tout mon cœur. Mais plus maintenant, pas après ce qu'elle a fait, j'ai regardé les fragments de sa lettre tomber lentement dans la poubelle. Les pages qui quelques minutes auparavant étaient imprégnées de son désespoir, de ses tentatives pour me joindre, n'étaient plus que de simples bouts de papier. Amour, pardon, sentiment sincère, ces mots, éparpillés avec des morceaux déchirés, se sont dissous, ont perdu leur sens. Ils ne signifiaient plus rien. Peut-être ai-je été trop dur. Peut-être dirait-on que j'aurais dû trouver la force de pardonner, qu'il est nécessaire, sinon de renouer les liens, du moins de préserver l'amitié, d'apprendre à lâcher prise, mais je n'y arrivais pas, et je ne le voulais pas.
Il ne restait plus en moi ni sympathie ni pitié, je ne ressentais qu'un vide glacial, un écho là où avait jadis régné l'amour pour ma femme. Elle avait fait partie de ma vie pendant 20 ans, ma femme, ma famille, mais maintenant elle n'existait plus. Un silence pesant emplissait la pièce, s'étirant comme une éternité. Mon regard se porta machinalement sur la cuisine, une forte odeur de pizza brûlée flottait dans l'air. La pizza que j'avais laissée au four avait déjà brûlé, réduite en cendres, et maintenant cette odeur s'était infiltrée dans les murs, les meubles et jusqu'en moi. Je m'approchai silencieusement, éteignis le four, sortis la boîte brûlée et la jetai à la poubelle avec les morceaux de la lettre. Puis j'ouvris la fenêtre, laissant entrer l'air frais de la nuit. Un vent froid s'engouffra dans la pièce, me fouetta le visage et apaisa légèrement la colère qui brûlait en moi. Je restai là 1 minute, inspirant profondément, les yeux fermés. Dehors, la vie suivait son cours. Des voitures circulaient dans les rues, on entendait des rires çà et là, des bruits de pas de passants en retard, des enseignes lumineuses scintillaient au loin. Le monde était immuable, mais j'étais déjà complètement seule au monde. Je savais que le retour était impossible, et je ne voulais pas revenir. Bien sûr, les souvenirs demeureront, ils ne seront ni brûlés, ni jetés, ni effacés. Ils vivront au plus profond de moi, dans de vieilles photos, dans notre fille Emily, dans les rues familières où nous avons jadis arpenté les rues. Peut-être qu'un jour, à l'aube de la vieillesse, j'apprendrai à regarder le passé autrement. J'apprendrai à me souvenir sans haine, sans douleur, mais pas maintenant. Désormais, je savais une chose, il y a des choses impardonnables.